Le gouvernement français est-il devenu libéral? Une autre politique économique est-elle possible pour relancer la croissance en France? On en parle avec les deux invités du Grand Angle. Deux invités donc sur le plateau du 64 minutes. Nicolas Bouzou d'abord. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes économiste, analyste économique et financier. Vous avez créé Asterès. Je prononce bien. À l'espagnol, c'est un cabinet de conseil et de stratégie. On peut dire que vous êtes un libéral, fier de l'être. Oui, si vous voulez. Voilà. En face de vous, Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Bonsoir. Ancien professeur d'économie à Paris-Dauphine. Vous êtes président du Cercle des économistes. Alors, vous avez publié, entre autres, en 2012 chez Fayard, Droite contre gauche, les grands dossiers qui feront l'élection présidentielle de 2012. On peut dire que vous êtes un économiste de gauche converti au libéralisme? Oui, vous pouvez même dire l'inverse. on va en parler, c'est le thème de notre discussion, puisque la zone euro, on le sait, c'est pas un secret, et la France en particulier connaissent une croissance zéro. La situation économique française est mauvaise, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis son élection, François Hollande semble obligé d'appliquer une politique économique qui n'était pas la sienne, celle qu'il aurait voulu, en tout cas au début de son mandat. On a parlé depuis lors d'un virage social-libéral ou libéral et de signaux à répétition envoyés aux entreprises. Je propose d'écouter à ce propos le Premier ministre français, Manuel Valls, qui s'exprimait il y a quelques jours, le 27 août dernier, devant le MEDEF, le patronat français. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les entrepreneurs, la France a besoin de vous. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Il est absurde de parler de cadeaux faits aux patrons. Ce langage n'a aucun sens. Alors on vient d'entendre Jean-Hervé Lorenzi, on vient d'entendre Manuel Valls, donc le Premier ministre français. Cette déclaration, ça vous a surpris? C'est un vrai virage libéral, on peut le dire, pour le gouvernement? Non, c'est plus exactement le fait d'assumer une position. Parce qu'au fond, on est comme toujours en France. C'est-à-dire que vous avez en réalité une politique qui est toujours à la fois un peu keynésienne et à la fois, dans la réalité, favorable aux entreprises, parce que on ne devient pas la 5e puissance du monde sans avoir des entreprises. Il faut expliquer, keynésienne, c'est la politique de la demande, où on donne en fait de l'argent aux consommateurs. Et on donne l'argent. Donc c'est traditionnellement une politique de gauche, ça. Voilà. Et en fait, là, tout le monde voit bien qu'il faut, au fond, plutôt favoriser les entreprises. Donc, il n'y a rien de nouveau depuis, d'ailleurs, plusieurs années. Simplement, ça n'est jamais assumé par les pouvoirs publics, et a fortiori quand c'est à gauche. Et donc, ce qui est nouveau. Mais aussi quand c'est à droite. Oui, parce que la droite est tout aussi, j'allais dire, étatiste dans son discours. Je parle bien du discours. Dans la réalité, les choses sont beaucoup plus pragmatiques, assez mal faites. Si nos résultats sont aussi mauvais, c'est que nos politiques économiques, qu'elles soient libérales ou pas libérales, n'ont pas été très efficaces dans les dernières années. Et ce qui est nouveau chez Valls, c'est que il assume une position qui, en réalité, n'appelons pas, je ne sais pas si elle est libérale ou pas libérale, ça revient à dire, j'essaie de booster les entreprises, et voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, en fait, Manuel Valls? Il a voulu dire que ce sont les entreprises qui créent de l'emploi et de la croissance. Oui, alors ça, c'est évidemment assez évident, mais je crois que le tournant, ça n'est pas la nomination de Manuel Valls, c'est un peu antérieur à ça. Et je crois que les vœux du président de la République et la conférence de presse qu'a donné le président de la République aux alentours du 15 janvier étaient déjà quelque chose de très clair. Il s'est assumé social-démocrate, il a parlé, alors non pas de libéralisme, mais d'économie de l'offre, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, au fond, si on veut avoir des salaires, des emplois, il faut en effet essayer de passer par l'entreprise, de renforcer le secteur des entreprises. Il y a eu le départ aussi d'Arnaud Montebourg du gouvernement, donc il y a une certaine cohérence. Mais et voilà, et la cohérence est arrivée avec le temps, et d'ailleurs c'est assez paradoxal parce que au fond c'est au moment où le gouvernement et où le président de la République sont le plus impopulaires qu'il me semble que la politique qui est sur le point d'être menée est la meilleure, et en effet avec un gouvernement qui est très bien identifié et donc qui peut envoyer des signaux clairs à l'économie. Parce que ce qui m'a le plus frappé, je dirais, entre le mois de janvier, c'est-à-dire le changement de discours, me semble-t-il, malgré tout, du président de la République et l'été, c'est le fait que cette politique qui, moi, en tant qu'économiste, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Hervé, mais me semble bonne, on peut la critiquer sur tel ou tel point, mais en tout cas, elle va plutôt dans mon sens, n'était pas crédible. Et les chefs d'entreprise que je voyais, mais je dirais quasiment tous, me disaient, mais nous n'y croyons pas. Et donc, cette clarification et de ce point de vue-là, ce remaniement me semblait éminemment nécessaire, non pas seulement du point de vue politique, mais du point de vue économique. Alors, comment dirais-je, Nicolas Bouzou dit pas crédible, alors que quand même le gouvernement avait mis sur la table ce qu'il appelle le pacte de responsabilité
responsabilité, c'est-à-dire en gros 40 milliards de charges en moins pour les entreprises, 50 milliards sur 3 ans de dépenses publiques en moins. C'est pas rien quand même. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est suffisant? Non, mais d'abord c'est pas suffisant. Mais le problème, je trouve que l'expression de crédibilité est très juste. Une politique économique, dans la réalité, c'est vraiment c'est un art. C'est-à-dire, vous êtes à un moment à la fois dans les bons ordres de grandeur de ce qu'il faut mettre. Ça, on y est. Je crois qu'on y est. Plus de réduction de dépenses publiques serait en réalité vraisemblablement contre-productif. Et simplement, c'était organisé, comme l'a dit Nicolas, par un gouvernement non crédible. D'une manière générale, les politiques économiques de notre pays, alors ça a pris, je veux dire, depuis, on va dire, quelques années, ne sont plus crédibles. Non crédibles, en particulier parce qu'il était divisé, celui-ci? Enfin, le précédent, le gouvernement Valls. Oui, mais non, c'est non crédible parce que on a un État qui fonctionne pas très bien, parce que les paroles ne sont jamais suivies des faits. Et donc, ce qui est vrai, c'est que on a eu le sentiment, à travers ce discours de Valls, qu'un homme très énergique, peu importe qu'il soit la droite du Parti socialiste ou ce qu'on veut, mais il est dans son expression très énergique. Ouais. Et donc on a eu l'impression qu'il allait mettre en application ce qu'il avait dit. Alors à vous entendre tous les deux, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit de gauche ou de droite, c'est plus tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est la politique qu'on mène. Et comme s'il n'y en avait plus qu'une. Est-ce que la France a raison en fait de suivre avec retard l'exemple britannique de Tony Blair, l'exemple allemand de Gerhard Schröder, ou bien est-ce qu'on n'en est pas encore? Est-ce qu'il y a encore des réformes à faire pour suivre ces exemples-là, Nicolas Bouzou? Déjà, je pense qu'il y a plusieurs politiques possibles, mais la question que je me pose moi, c'est quelle est la meilleure? Est-ce qu'il y a une autre politique? Oui, il y a sans doute une autre politique. Mais dans les circonstances actuelles, il me semble que c'est la politique de l'offre, la politique de soutien ou de libération des entreprises qui est la meilleure. C'est pas le cas dans tous les pays, c'est une question de circonstances. Mais grosso modo, si vous regardez la situation économique de la France, ce que vous voyez, c'est que on a de la consommation, on a de la demande, mais la production, notamment dans l'industrie, ne suit pas. Et donc, on voit bien que même si demain vous décidez de mener une politique très keynésienne, si vous décidez d'une façon ou d'une autre de distribuer de l'argent aux ménages, il y a très peu de chances pour que ça se retrouve dans la production, dans la croissance et donc dans l'emploi. Mais si j'étais suédois ou allemand, je vous dirais, pour mon pays, très exactement l'inverse. Et peut-être que si en effet, avec des étiquettes, je ne sais pas si ça a un sens, mais différentes, en réalité, nous rejoignons, c'est plutôt rassurant sur l'état de notre discipline. C'est parce qu'on fait un diagnostic et on y applique une médecine qu'on pense être la bonne. Mais est-ce que les entreprises jouent le jeu en France? Est-ce qu'elles investissent? Ce sont des questions assez générales. Ouais. Peut-être pour revenir juste sur ce point-là. D'abord, l'orientation. Est-ce que les entreprises jouent? Est-ce qu'elles accompagnent la politique du gouvernement? Quand un gouvernement est crédible. Ouais. Le problème de la politique économique, c'est que ce qui compte, c'est les ordres de grandeur. C'est un art d'exécution. Et on est tout à fait d'accord, Nicolas et moi, sur l'orientation. Maintenant, il y a un art d'exécution. Il y a la manière, vous mettez 1 ou 2, vous mettez 2 ou 4, donc c'est pas la même chose. Et deuxième aspect, vous êtes, j'allais dire, crédible. Il semble que ce qui s'est déclenché depuis quelques semaines, c'est en fait la crédibilité de l'équipe du Premier ministre. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, là où il y a une divergence, c'est sur la politique européenne. Là, je pense que les choses sont beaucoup plus différenciées. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nos enfants regarderont avec stupéfaction la stupidité de la politique européenne actuelle, comme nous regardons la politique américaine en 1929, en nous disant mais comment ont-ils pu être aussi, j'allais dire, inadaptés à la période? Pour la résumer, trop d'austérité tue la croissance? Tout simplement, vous faites pas. Alors, je vais vous dire à quel point tout ça doit aussi trouver un accord. Vous ne faites pas de l'austérité avec tout le monde en même temps. Lorsque j'étais plus jeune, l'OCDE, qui est un organisme tout à fait honorable, avait ce qu'on appelait la politique des champions. C'est-à-dire que vous avez toujours, comme dans une classe, vous avez ceux qui sont très bons, ils tirent la classe, puis ceux qui sont mauvais, on leur demande, ils font plus d'efforts. La réalité, c'est que ce qui est absurde dans la position actuelle, c'est que on dit, et c'est d'ailleurs ce qu'a évoqué tout à l'heure Nicolas, la même politique, la même médecine à tout le monde en même temps. On a même demandé plus d'efforts à ceux qui étaient moins bons, à ceux qui avaient le plus de difficultés. Donc ça les a complètement tués. Donc la vraie politique, mais tout le monde, je pense, est d'accord, c'est de se dire, d'ailleurs, quand Nicolas dit s'il était suédois ou allemand, je ne proposerai pas la même chose.
on demanderait évidemment aux pays qui sont le plus en forme d'essayer de distribuer un peu plus de capacité de croissance en Europe, et à ceux à qui on demande beaucoup d'efforts, eh bien de bénéficier de ce transfert. Ouais. Enfin, tout ça est assez du bon sens. Au-delà du pacte de responsabilité dont on a parlé, est-ce que la France devrait faire plus de réformes, par exemple modifier ses règlements du travail, son droit du travail, les retraites, enfin toutes ces grandes réformes de structure qu'on attend? Alors je crois qu'il y a deux chantiers en effet qui sont très importants. La question du droit du travail, en effet, qui est extrêmement judiciarisé en France, notamment pour tout ce qui est licenciement collectif, donc plus de flexibilité. Mais en réalité, on a déjà un processus qui est en cours qui s'appelle le choc de simplification. Et je pense qu'on pourrait récupérer la question du droit du travail et la mettre dans ce choc de simplification. Donc là encore, on voit qu'on est dans la bonne direction. Il faudrait peut-être viser un peu plus large et un peu plus loin. Puis il y a une grande question, alors qui est assez peu adressée, qui est en effet celle de nos systèmes sociaux, avec la question des retraites. Alors la question des retraites est intellectuellement très simple à régler, hein. C'est 44, 64, 2024. Cotiser 44 ans, partir à 64 ans et arriver à faire tout ceci en 2024. La question est politique, mais intellectuellement, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Il y a une grande question que je trouve tout à fait passionnante, à laquelle il va falloir s'attaquer, parce qu'elle va devenir plus problématique que celle des retraites. C'est celle de la santé. On fait face aujourd'hui à des transformations qui sont absolument radicales dans le système de santé. On a beaucoup de nouveautés dans les systèmes de soins, beaucoup d'innovations. On est en train de passer d'une médecine qui était générale et curative à une médecine qui est personnalisée et préventive, tout ça sur fond de déficit très important. Et donc là, oui, par exemple, dans le domaine de l'hôpital, on a une immense réforme à mener, et là, des économies à faire, ça n'a pas été fait. Alors, ça coûte sans doute un peu cher, mais surtout, je pense que sans dépenser plus, on peut faire beaucoup mieux, si vous voulez. Ouais. Mais là, ce sont vraiment des réformes de réorganisation. Il faut qu'on ait un peu de différence. D'abord, sur les retraites, les retraites, je crois que on s'auto-flagelle quand même beaucoup en France. Ouais. Donc, quand on prend les 4 réformes des retraites, celles de Balladur, Fillon, et les 4 qui vont de 93 jusqu'à 2013, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a eu beaucoup de réformes des retraites et que les gens de ma génération vont le sentir. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que je suis parfois exaspéré par cette idée que c'est impossible de faire la réforme des retraites. Sur la santé, je suis d'accord avec Nicolas. Tout en tirant toute personne qui a eu quelques petits problèmes de santé, c'est qu'on a un système de santé qui est formidable. Donc, faisons attention à l'idée que ça n'est pas une correction. Ou si c'est une correction, c'est une correction de direction. Mais très rapidement, ça, et dernier aspect, alors, je rajoute une réforme, je pense, l'organisation de l'État. C'est l'organisation. C'est là qu'on peut gagner. Oui, puis surtout, je pense, là aussi, pour prendre cette expression, on peut faire aussi bien, on peut avoir un système dans lequel les gens croient plus efficace, plus organisé. Un grand chantier pour les 3 ans qui restent à François Hollande, si un trop petit point. Alors, Jean-Hervé Lorenzi, je rappelle votre dernier livre chez Erol, Un monde de violence, l'économie mondiale. C'est une vision de l'économie entre 2015 et 2030. Ça revient à dire que on va avoir un ralentissement de l'économie mondiale. Donc, voilà. C'est pas fini. C'est pas fini. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.